Bonjour à toutes et à tous. Après moi les mouches, comme on dit en Belgique. On quitte tout pour 45 minutes, on s'évade. Bienvenue dans Invitation au voyage. Aujourd'hui, nous partons à Bruxelles rejoindre deux auteurs stars de bande dessinée, Schouten et Peters. Bruxelles en pleine mutation depuis les années 80, qui a été le ciment de leur inspiration pour créer la captivante saga des cités obscures. Ce titre a tout de suite plu parce qu'il y avait la dimension, bien sûr, la capitale, devenir une capitale, mais en même temps, la part de rêve, de fantasme. Prendre le thé à Madère, voilà ce qu'on vous proposera ensuite, avec la communauté anglaise de l'île. Les Britanniques sont très attachés à cette terre portugaise, ils ont même contribué à son essor en développant l'exportation du vin de Madère. On verra ça dans l'héritage. C'est très insolite ce qui nous attend dans Papille. En Mongolie, vous allez découvrir le barbecue traditionnel mongol, le Bohodog. La cuisson se fait à l'étouffée, à l'intérieur d'une peau de mouton, grâce à quelques pierres bien chaudes. Tu vois ce Bohodog, c'est unique. C'est de la cuisine authentique mongole. Tu ne trouveras pas ça ailleurs. Enfin à Vienne, dans l'actuel stade Ernst-Happel, Hitler a voulu célébrer l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne grâce à une rencontre amicale de foot. Mais l'issue du match a été plutôt inattendue, on vous la racontera tout à l'heure. D'ici là, c'est la devinette. Comment les immigrés chinois se sont-ils rendus indispensables aux colons britanniques à Singapour au XIXe siècle? La ville est bâtie par des migrants que les Britanniques ont fait venir de gré ou de force. Entre 1830 et 1867, la population de Singapour quadruple et les échanges commerciaux sont multipliés par 3. Mais les Chinois ont davantage réussi que les autres minorités. Pourquoi ? N'hésitez pas à faire appel à un ami pour avoir la réponse, d'autant que c'est très chouette ce qu'on vous réserve maintenant à Bruxelles. Les auteurs de bande dessinée Schouten et Peters comptent bien nous dévoiler l'âme cachée de leur ville à travers cette inspiration. Bruxelles, c'est une ville qui est tellement étrange parce qu'elle s'est beaucoup oubliée. Elle a perdu un peu son lien avec son histoire. C'est une ville brouillée au couteau, elle s'est découpée, elle s'est fractionnée. Et donc, le dessin, ça aide un peu à cicatriser. On est un peu, par le dessin, une couturière pour essayer de recoudre ces blessures. À coups de crayons minutieux, l'auteur belge de bande dessinée François Schouten, avec Benoît Peters, son scénariste, tente de retisser cette ville décousue où se côtoient les pires visions urbanistiques et les fleurons de l'architecture. Depuis plus de 40 ans et une dizaine d'albums, les deux auteurs bâtissent un univers à part, peuplé de villes idéales ou cauchemardesques, les cités obscures. Une œuvre dystopique infusée par l'histoire mouvementée de celle qui les a vus grandir, Bruxelles. Entamée dans les années 80, cette collection est unique dans l'histoire du 9e art. Pas de héros récurrents, ni de récits progressifs dans cette galaxie. Chaque album est un monde en soi, sans rapport avec les autres, qui interroge une utopie urbaine. Et d'abord, celle qui, selon eux, a détruit Bruxelles, mais aussi fait d'elle une ville chaotique propice à l'imaginaire. Une œuvre devenue culte, vendue à plus d'1 million d'exemplaires en France et traduite dans une quinzaine de langues. Dans la commune de Schaerbeek, avec ses rues préservées, Bruxelles se déploie telle qu'elle était à l'aube du XXe siècle. C'est là que François Schouten a installé son atelier au début de sa carrière et que sont nées les cités obscures. Première pierre à l'édifice, les murailles de Samaris. L'album s'ouvre sur une cité entièrement Art Nouveau, Xistos. Les auteurs rendent hommage à ce génie bruxellois qui a révolutionné l'art de concevoir l'habitat. Au début du XXe siècle, en plein essor de l'Art Nouveau, des concours de façade étaient organisés ici, le long de l'avenue Louis-Bertrand.
Alors c'est un quartier que j'aime beaucoup parce que d'abord, il est vraiment l'exemple même des qualités architecturales de Bruxelles. Et ces maisons sont des petits bijoux ciselés et où la façade joue un rôle essentiel évidemment dans la façon de représenter ce que l'on est, ce qu'on voudrait que la société voit de vous. On a sans doute là ce que Bruxelles a produit de plus beau et de plus étonnant et de plus audacieux. Aux prémices de l'Art nouveau, la maison Autric, construite en 1893. C'est là que l'architecte Victor Horta, chef de file du mouvement, introduit pour la première fois la courbe et la décoration florale qui font l'identité de Xystos, jumelle idéalisée de Bruxelles. Dans les murailles de Samaris, le calme de Xystos est menacé par une cité lointaine et mystérieuse, Samaris. Un émissaire est désigné pour tenter de percer son secret. Bon sang, ma chambre. Un trompe-l'œil. Pour la première fois, je voyais vraiment Samaris. Je compris que pendant toutes ces semaines, la ville n'avait existé que pour moi, qu'aucun autre regard n'avait pu l'apercevoir. C'est un récit dont j'aime beaucoup le parti pris. C'est cette idée d'une ville un peu fantôme, une mystification, une mise en scène. Et c'est intéressant parce que ça nous parle sans doute de ce que nous ressentions d'une façon totalement intuitive, totalement inconsciente, je dirais, de cette ville de Bruxelles qui était un chantier incroyable et un laboratoire de ville où je pense on a fait beaucoup d'erreurs. On n'a pas assez aimé, on n'a pas assez respecté. Samaris, cette ville en trompe-l'œil, n'est autre que la Bruxelles des années 80. Dans la capitale en mutation, les promoteurs immobiliers pratiquent abondamment le façadisme, une technique qui permet de sauvegarder la façade des immeubles tout en détruisant leur intérieur. Une hypocrisie pour les auteurs qui condamnent avec ce premier tome le mépris pour le patrimoine de leur ville. C'est un pays complexé, c'est un petit pays. Il a effectivement une histoire courte qui n'a sans doute pas permis de construire une identité, un regard. On est un peu des bâtards, on est un peu fait de tout. C'est ce qui ne permet sans doute pas de s'approprier une culture très clairement. Bruxelles est traversée par tellement d'influences que peut-être on n'identifie pas ce qui en fait ses qualités. Si François Scheuten est si sensible à la mise à sac de cet héritage bruxellois, entamé dans les années 60, c'est parce qu'il était aux premières loges. Son père est alors un architecte de renom qui participe au grand lifting de la capitale belge. C'est quand même l'imaginaire des enfants qui est au cœur de tout ça. Le regard que j'avais sur le bureau de mon père, les maquettes du futur Bruxelles qui arrivait, fascinante, brillante, mais en même temps effrayante. Les esquisses que mon père faisait de ses rêves, de ses utopies. Tout ça, ça nourrit un enfant et un jour, tout ressort, tout revient, tout rejaillit dans des récits. Cette transformation agressive porte un nom péjoratif qui depuis a fait florès, la bruxellisation. Un peu partout, la ville est dévorée par les grues et se hérissent de grandes tours de bureaux et de boulevards géants. Une mue traumatisante guidée par une obsession têtue pour le progrès, dont le quartier nord est le symbole le plus frappant. Dans Bruxelles, 6e opus des cités obscures, Scheuten et Peters dénoncent cette utopie moderniste qui a défiguré Bruxelles. Ici, elle apparaît avant métamorphose avec ses myriades de petites maisons individuelles. Une ville en sursis, car dans le palais des trois pouvoirs qui la dominent, on a décidé de son destin. Voici d'abord le boulevard de l'Azur, qui sera désormais la principale porte d'entrée de la ville. Un boulevard que bien des cités nous envieront.
La bruxellisation, elle existe parce que tout le monde, dans les années 50 et 60, est convaincu que la ville doit se moderniser, n'est plus adaptée. Et donc, ce qui a été particulièrement dramatique dans cette dynamique-là, et ce qui a vraiment fait que la bruxellisation est considérée comme effectivement un saccage, c'est que la plupart du temps, un promoteur recevait donc la capacité légale de pouvoir démolir un quartier ou un îlot urbain. Dans Bruxelles, le promoteur immobilier tout-puissant Freddy de Vrao fait visiter une maquette géante de son projet aux édiles de la ville. Oh, incroyable! Attendez, vous n'avez encore rien vu. Bravo! Personnellement, j'aime un peu moins celui-ci. Désolé, il est déjà en construction. L'ambition de Freddy de Vrao puise dans le gigantisme de New York, tout comme à l'époque le projet du quartier, modestement nommé Plan Manhattan. Tout de même, ne craignez-vous pas que tout cela soit trop ambitieux? Ah non, cela ne va pas recommencer. Il est certain que nous devons tenir compte des besoins sans cesse grandissants de la circulation et du parquage des véhicules. La volonté des autorités communales à l'époque est de transformer ce quartier en un quartier moderne, un centre d'affaires, un centre de décision. Et très rapidement aussi, ça va se combiner à la volonté d'y installer un croisement autoroutier, parce qu'on est dans une période où Bruxelles et la Belgique, à travers Bruxelles, se positionnent comme centre européen de services internationaux, diplomatie, et capitale européenne et capitale de l'OTAN, de symboliser ça littéralement par faire de Bruxelles le carrefour physique de l'Occident. Après avoir critiqué la démolition de leur ville, Schouten et Peters se réconcilient avec ce qu'elle est devenue. En 2021 paraît Bruxelles, un rêve capital. Un album qui tranche avec les précédents et s'extrait du monde des cités obscures. Une exploration plus réaliste de la capitale belge. Ce titre a tout de suite plu parce qu'il y avait la dimension, bien sûr, la capitale, devenir une capitale, mais en même temps, la part de rêve, de fantasme. On avait vraiment envie de rendre hommage à la ville et peut-être de proposer une autre manière de l'arpenter, sortir de la déploration, sortir de la critique qu'on nous a quelquefois reproché et se dire il y a des merveilles. Dans ce guide très personnel et documenté, les deux auteurs revisitent des édifices maintes fois dessinés. À l'image du palais de justice, construit par l'architecte Joseph Poulaert, un mastodonte mal aimé des Bruxellois. Qu'est-ce que c'est ce jeune pays, la Belgique, dont l'indépendance est proclamée en 1830, qui a une capitale qu'on trouve un peu mesquine, un peu petite, et qui veut, dans une sorte d'acte de mégalomanie, se doter d'une grande ville et entreprendre d'immenses travaux, des travaux démesurés. Il faut se souvenir que le palais de justice devant lequel on est a été le plus grand chantier d'Europe dans la deuxième moitié du 19e, que c'est aussi grand que Saint-Pierre de Rome. On est là dans quelque chose de fou, puisqu'on a un assez petit pays qui veut le plus grand palais de justice d'Europe, sinon du monde. Si l'on veut prendre la mesure du palais, il faut d'abord essayer d'oublier les échafaudages qui le dissimulent honteusement depuis des années. Puis il faut contourner lentement l'édifice. Observez ces 4 façades, ces statues innombrables et colossales. François et moi, nous adorons ces parties du palais de justice où on ne sait pas si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. On est dans des espaces intermédiaires qui conduisent à on ne sait trop quoi et qui marquent mieux que tout la théâtralité de l'édifice. François a dessiné souvent ces endroits, ces espaces entre l'intérieur et l'extérieur, ces colonnes qui sont tellement plus vastes que nous. On est au-delà des temples grecs et romains, même si on s'en inspire. Voilà, tout de suite, on a l'impression qu'une histoire est en train de naître. Dans sa démesure et ses méandres,
les auteurs ont trouvé de quoi nourrir leurs récits fantastiques. Le palais hante les cités obscures. À travers leur longue exploration des pires aspects de nos cités contemporaines, Schouten et Peters invitent finalement les Bruxellois et leurs lecteurs à se reconnecter à leur ville malgré ses imperfections, ou plutôt grâce à elle. On peut se dire qu'un lieu, pour être habitable, pour être aimé, a besoin d'être nourri de récits. Il y a des quartiers un peu déshérités de Paris, des quartiers ternes, sans Modiano, on les aimerait moins. La ville de Liège, sans certains romans de Simenon, on la regarderait autrement. Il faut qu'un lieu soit peuplé d'une mémoire. Et nous, on a ce rapport très fort et très intense à Bruxelles, et on a peut-être contribué à réinjecter du récit dans la ville et à dire cette ville, elle a son propre romanesque, même si elle n'a pas le prestige de Londres, Paris ou New York. Lui aussi est romanesque dans son genre. Patrick Amers, surnommé le Mérine belge, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. C'est un grand blond, mais celui-là n'a pas de chaussures noires comme Pierre Richard dans le film, ou rouge comme Tom Hanks dans son remake américain. Et même s'il a une gueule qui lui aurait permis de faire du cinéma, on n'est pas dans un film, mais dans la vraie vie. Patrick Amers a été en Belgique l'ennemi public numéro 1. Il est pourtant bien né, Patrick Amers. Il ne manque pas d'argent, son père est un riche commerçant. Mais sa richesse à lui ne viendra pas du commerce. Après un séjour en prison pour viol, Patrick Amers devient braqueur. Nous sommes au début des années 80. Des banques, parfois avec prise d'otages, des fourgons postaux également éventrés à coups d'explosifs. Patrick Amers empoche des millions, mais fait aussi des victimes. 3 au total. Il est arrêté une première fois, mais s'évade, comme dans les films, aidé par des complices qui font sauter la porte de son fourgon cellulaire. Après cette spectaculaire évasion, il change de crèmerie, si l'on peut dire. Des hold-up, il passe à l'enlèvement. Le 14 janvier 1989, il enlève l'ancien Premier ministre belge, Paul van den Boynens. Il le retient 1 mois dans une villa du Touquet, dans le nord de la France. Il est relâché contre une coquette rançon. À partir de là, c'est la fuite en avant pour Patrick Amers. Une fuite entourée de légendes. C'est l'une de ces armes qui aurait servi aux tueurs du Brabant, dont les braquages ensanglantent à la même époque la Belgique. On l'aurait vu aussi en Norvège, puis en Suède, sur les lieux mêmes de l'assassinat du Premier ministre Olof Palme. Son plus grand tour de force, c'est qu'il réussit à quitter l'Europe avec sa femme et son fils, alors qu'il est traqué par les polices belges, françaises et suédoises. Il passe quelques mois au Brésil avant d'être finalement arrêté, tout sourire avec sa femme et un complice, puis extradé. Cette fois, la justice ne prend aucun risque. Pour revenir en Belgique, il est enfermé dans une cage qui finira d'ailleurs vendue aux enchères. Son procès n'aura jamais lieu. Patrick Amers se suicide en prison le 14 mai 1993. Comme je vous le disais, Madère fait aussi partie de nos 4 destinations du jour. Et je vous donne d'ores et déjà un petit conseil. Sur place, si vous ne parlez pas portugais, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser l'anglais sans problème. L'île doit une grande partie de son développement aux Britanniques et elle le leur rend bien. C'est l'héritage. C'est un office dominical dans une église anglicane, à l'image de ceux qui se tiennent sur la côte sud de l'Angleterre. De la vente des œuvres de charité au traditionnel partage d'une tasse de thé, et même un peu de pluie entre 2 rayons de soleil. Pas très anglais le temps de la semaine dernière, presque trop chaud. À 2500 km des côtes britanniques, les Anglais de Madère forment une communauté discrète d'à peine 1 millier de personnes, mais profondément ancrée sur cette île portugaise. Les Anglais sont venus à Madère à partir des années 1700, à une époque où il y avait beaucoup de transports maritimes. Il y avait un conseil britannique permanent ici. Et puis, vers 1800, ils se sont dit « Nous aurions besoin maintenant de notre propre église ». Ils ont donc acheté ce terrain et la seule demande du gouvernement a été de dire « Vous ne devez pas avoir de cloche ni de clocher, pour ne pas que cela ressemble trop à une église ». Alors, ce monument a été construit et le premier office a eu lieu en 1822.
Pour les Anglais, Madère est le bijou qu'ils auraient aimé posséder, mais dont ils ont dû se contenter de profiter. Escale sur l'Atlantique, cette île-jardin a d'abord été découverte et colonisée par le grand empire portugais. Mais à mesure que celui-ci décline, l'île isolée et appauvrie passe sous influence britannique à partir du XVIIIe siècle. Les Anglais mettent la main sur l'économie de l'île, générant des rapports ambivalents avec les Madériens. De ces traditions et cet art de vivre, Madère a finalement su tirer parti, devenant une des plus british des terres portugaises. La découverte de l'île de Madère en 1419 est une aubaine pour les Portugais. Sur cette île volcanique et non peuplée, au large des côtes africaines, ils développent la culture de la canne à sucre, des céréales, puis de la vigne, et font du port de Funchal un point central de leur empire. À l'époque, le Portugal et l'Angleterre sont déjà de vieux alliés diplomatiques et militaires grâce au traité de Windsor, signé une trentaine d'années plus tôt. Une amitié luso-anglaise renforcée par le mariage de la princesse portugaise Catherine de Bragance et du roi Charles II d'Angleterre en 1662. Du XIVe au XVIIIe siècle, il y a un rapprochement progressif des intérêts. Et le mariage de Catherine de Bragance ne sert pas seulement à sceller ce rapprochement, mais surtout, il va permettre à la couronne portugaise de s'appuyer sur la couronne britannique pour subvenir à ses besoins et lui permettre de garder un œil sur la zone atlantique, comme le faisaient alors les Britanniques. Car à mesure que la puissance coloniale portugaise entame son déclin, l'Angleterre, elle, gagne en puissance. Madère est pour les Britanniques essentielle à l'approvisionnement des bateaux vers leurs colonies. L'absence de taxes leur permet de charger leurs cales du vin de l'île, dont ils commencent à faire un commerce très lucratif. Dès la fin du XVIIIe siècle, des dizaines de sociétés d'import-export s'installent sur les rives du port. Le port de Funchal était complètement différent de ce que nous pouvons voir autour de nous. C'était une plage, c'était un port ouvert. Les produits et même les personnes débarquaient souvent sur les épaules des hommes qui les transportaient. Les fûts, par exemple, étaient jetés à la mer puis roulés sur la plage et emmenés dans les caves. Funchal était donc une ville très animée, une ville très cosmopolite. Pour les Anglais, Madère devient l'Eldorado. Au début du XIXe siècle, ils profitent d'une période de conflits européens, les guerres napoléoniennes, pour prendre l'ascendant sur l'île. Sous couvert de protéger Madère d'une éventuelle invasion française, l'Angleterre y installe ses troupes en 1801, puis de 1807 à 1814. Une occupation durant laquelle débarque un certain John Blandy, dont les entrepôts sont toujours en activité à quelques mètres du port de Funchal. Au cours de ces 7 années, nous assistons à beaucoup d'arrivées d'Anglais, car en fait, l'île est devenue un point très intéressant sur le plan militaire, et aussi pour l'exportation de vin, car tout le marché européen était fermé à cause de la guerre. Et par conséquent, le vin de Madère a commencé à être produit et exporté d'une manière qui ne s'était jamais produite auparavant et à être envoyé dans le monde entier. Ce vin liquoreux, dont le goût séduit les Anglais, continue de vieillir dans les entrepôts historiques de la famille Blandy. Les entrepreneurs anglais valorisent le vin de Madère pour en faire un produit de luxe de l'île portugaise. Nous avons ici un Malmsey, qui est l'un de nos vins les plus sucrés. Visuellement, c'est l'un de nos vins les plus foncés. Il a une couleur acajou, presque châtaigne. Et cela est dû au processus de chauffage. Le fait de chauffer le vin a en fait été découvert par accident au XVIIIe siècle. On avait l'habitude de transporter les vins à bord des navires. Et un jour, alors qu'un bateau revenait d'un long voyage, il restait du vin dans ses cales. En le goûtant, on a constaté qu'il était bien meilleur. Nous essayons de
recréer le même processus ici à l'entrepôt Blandy en gardant tous les vins dans les greniers. Une poignée de grandes familles, comme les Blandy, s'enrichit grâce aux revenus du vin et s'installe alors sur les hauteurs de Funchal. Loin de l'agitation du port, elles vivent dans un entre-soi bourgeois avec leur propre hôpital, leur cimetière et s'offrent même leurs propres moyens de transport pour descendre les pentes de cette ville escarpée. À l'origine, c'était un moyen de transporter les marchandises des hauteurs vers le centre-ville de Funchal. Un jour, une personne a fait un malaise et a été transportée dedans. Donc on a vu qu'il était possible de transporter des personnes. Et quand les Anglais sont arrivés, ils ont commencé à payer pour pouvoir descendre. Cette fantaisie des Anglais fait aujourd'hui partie du patrimoine de Madère. Tout comme les propriétés que les héritiers des grandes familles continuent d'entretenir, à l'image de la Quinta do Paleiro et ses jardins, ou encore la Quinta Santa Luzia et son vignoble. C'est une propriété très importante pour la famille, car c'est l'une des premières que mon ancêtre John Blandy a achetée peu de temps après son arrivée à Madère. Mes ancêtres ici avaient tout ce dont ils avaient besoin. Des moutons aux poules, en passant par les cochons, des plantations de bananes et des vignes. Mais au XIXe siècle, ce modèle économique, où les grands patrons prospèrent, place les Madériens qu'ils emploient dans une position quasi féodale d'exploitation. Leur attitude, similaire à celle adoptée dans leur colonie, a parfois été dénoncée et les nouvelles générations cherchent à laisser derrière elles ces rapports de domination. L'histoire familiale n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Je pense que nous avons un ancrage beaucoup plus profond avec Madère que celui que mes ancêtres ont eu par le passé. Il est nécessaire d'être beaucoup plus conscient de notre sentiment d'appartenance. Je suis très portugais et très madérien, même si au rugby, je suis très britannique. Je soutiens encore l'Angleterre. Une réflexion qui s'est nourrie d'humilité face aux crises traversées par la famille. Pour les Blandy, comme pour les autres négociants en vin, le milieu du XIXe siècle est en tournant. Des épidémies de mildiou, puis de phylloxéra, détruisent les vignes en même temps que le choléra s'attaque à la population. Des milliers de Madériens n'ont d'autre choix que l'émigration pour survivre. Encouragés par les Anglais, nombre d'entre eux rejoignent les colonies britanniques, alors en manque de main-d'œuvre depuis l'abolition de l'esclavage. À Madère, quelques Britanniques audacieux rebondissent en se lançant dans l'industrie prospère du XXe siècle, le tourisme. Les cures sont à la mode et le climat de Madère est idéal pour ces séjours thérapeutiques dont les Anglais raffolent. L'hôtel Reeds, du nom de son fondateur, est imaginé par un Écossais envoyé à Madère à l'âge de 14 ans pour soigner sa santé fragile. On dit qu'il est arrivé à Madère avec seulement 5 livres en poche. Plus tard, il a commencé à louer des maisons et des quintas à Madère à des touristes anglais. Mais son grand rêve était d'avoir un hôtel, un grand hôtel. Inauguré en 1891, le Reeds est alors célèbre pour ses jardins fleuris ouverts sur l'océan. La façade principale de l'hôtel est celle qui donne sur la mer, car les bateaux de croisière arrivaient à Funchal et l'hôtel envoyait ensuite ses propres petits bateaux pour transporter ses touristes jusqu'à l'établissement. Ils débarquaient sur le quai, au bord de la mer, où se trouve aujourd'hui l'une des piscines de l'hôtel. Les dames étaient généralement transportées dans un hamac et traversaient le jardin jusqu'au bâtiment principal. À partir des années 20, toute l'aristocratie anglaise se bouscule dans l'hôtel au style édouardien qui conserve son aura après la Seconde Guerre mondiale. L'hôtel a invité M. Winston Churchill à séjourner ici en 1949 avec son épouse et sa fille. Il a accepté et c'était, disons, une campagne de marketing destinée au marché britannique. À partir de là, il y a eu toutes les personnalités, qu'il s'agisse de ducs anglais, de rois de différents pays européens et même des acteurs.
L'île, devenue une région autonome du Portugal en 1976, continue de faire rêver les Anglais. Installé sur la colline de Funchal, Martin et son épouse avaient pour rêve de cultiver un jardin sur l'île aux fleurs. Nous sommes particulièrement fiers de cet endroit, car nous y cultivons de l'hibiscus. Ils sont beaux et ils fleurissent presque toute l'année. Cette plante a une histoire particulièrement intéressante pour nous, car nous n'avions aucune idée de ce que c'était. Nous l'avons simplement mise en pot et attendue. Cette année, elle a fleuri et elle est vraiment magnifique. Je pense que la partie que nous apprécions le plus est cette partie-là. Parce que non seulement elle est entourée de belles plantes, mais vous avez une vue magnifique sur la mer. Nous avons commencé à venir à Madère en vacances, et cela nous a beaucoup plu. Nous aimions les gens et le climat. J'allais prendre ma retraite, alors nous avons décidé de venir ici, et nous n'avons aucun regret. Avec leur petite retraite anglaise, ils continuent de s'offrir les quelques plantes nécessaires à leur bonheur. Et bien qu'ils ne parlent pas le portugais, ils ont développé ici de solides amitiés. Nous avons passé ici les meilleurs moments de notre vie. Vraiment, c'est notre paradis sur Terre. Alors portons un toast à Madère. À Madère. Notre maison. Et au vin aussi, qui est très bon. Quand le Brexit a été voté en 2020, le Portugal a été le premier pays de l'Union européenne à faciliter l'entrée des Britanniques sur son territoire. Preuve que les plus anciens alliés ont encore des intérêts communs. Vous connaissez le massage aux pierres chaudes? Eh bien, en Mongolie, Dashurul et Otkanjurul vont vous faire découvrir une autre utilisation hyper étonnante pour la cuisine. Une recette qui vient des guerriers mongols. C'est papilles. Aujourd'hui, c'est le début de l'hiver selon notre calendrier lunaire en Mongolie. Nous sommes venus dans la taïga, sur les jolies berges de la rivière Toul avec mon ami et partenaire de lutte, pour prendre un grand bol d'air frais, nous entraîner. Et ensuite, on va préparer ensemble un boho dog, le barbecue traditionnel mongol à base de mouton. C'est ce qui nous donne l'énergie nécessaire pour préparer les tournois pour la prochaine saison. Pour faire notre barbecue, il faut collecter des pierres de la rivière. Il faut choisir des pierres bien rondes. Celles qui sont bien polies et érodées par l'eau de la rivière sont les plus adaptées. Si elles sont trop anguleuses, elles risquent de percer la peau du mouton qu'on utilise pour la cuisson de la viande. Vous allez voir. Voici la viande avec en dessous la peau du mouton qu'on a égorgé. On va tout garder. La peau, les os, le muscle. Pour un bon barbecue, la viande de mouton est idéale. Les pierres sont assez chaudes. On va pouvoir passer à la cuisson. Des amis nous ont rejoints après le travail pour nous aider. Voici ce qu'on appelle toulam. C'est une peau de mouton. On va faire cuire la viande à l'intérieur, comme dans un sac. Le principe du boho dog, c'est d'ajouter nos pierres chaudes, et c'est elles qui vont cuire la viande. C'est bon, la peau n'est pas brûlée? Ajoutez des pierres et de la viande. La peau ne brûle pas? On continue? C'est bon, vas-y, ajoute des pierres et de la viande. On va pousser avec un bâton. Ça, c'est de l'ail. On va terminer par remplir la peau de viande et de pierres.
À l'intérieur, il doit faire 80-90 degrés. Les pierres chaudes vont refroidir lentement et créer de la vapeur. Il faut qu'on remue la peau et qu'on lui fasse un bon massage pour que les ingrédients prennent bien leur place à l'intérieur. Nous allons maintenant nous débarrasser des poils en les brûlant. Mais attention, le feu ne doit pas être trop fort. Avant, on utilisait la flamme du feu de bois. Mais maintenant, nous avons les chalumeaux à gaz. C'est plus rapide. Il faut faire ça pendant 1 heure. C'est bon, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à le laver. Et nous allons pouvoir manger. Voilà notre beau dog. Je vais l'ouvrir maintenant. Allez-y, servez-vous et bon appétit. Avant de commencer, prenez une pierre chaude dans la paume de votre main. C'est très bon. Ça guérit les maladies. Vous la prenez et vous la manipulez. Attention, c'est chaud. Tout le monde doit en prendre une. C'est bon pour votre santé. Et après avoir retiré toutes les pierres, on prend la viande directement à la main et on déguste. La peau se mange aussi en fines tranches. La première bouchée est toujours réservée aux aînés. Et ensuite, c'est pour les invités. On va boire et manger tous ensemble. Tu vois ce beau dog? C'est unique. C'est de la cuisine authentique mongole. Tu ne trouveras pas ça ailleurs. L'histoire inattendue à présent. Elle se déroule à Vienne, après l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne, avec le Mozart du football. Un joueur très résistant sur le terrain, vous allez voir. En ce printemps 1938, alors que les nationalismes gangrènent l'Europe et qu'une nouvelle guerre menace l'ordre mondial, un match de football inédit se tient en plein cœur de Vienne, la capitale autrichienne. Au Stade Prater, rebaptisé Ernst Happel aujourd'hui, la rencontre de 2 équipes de football, allemandes et allemandes-autrichiennes, a fait naître nombre de légendes. Quelques semaines auparavant, le 12 mars, les troupes dirigées par Adolf Hitler franchissent la frontière. L'Autriche est annexée au Troisième Reich et devient une province allemande. C'est ce qu'on appelle l'Anschluss. L'historien Georges Spitaler a mené l'enquête sur le rectangle vert. C'était une situation terrible. En peu de temps, cette annexion s'est mise en œuvre dans toutes les administrations et à tous les niveaux de la société, y compris dans le football. Pour l'équipe nationale autrichienne, cela signifiait ne plus avoir de pays dans lequel elle pouvait jouer. La fédération a été dissoute en mars 1938. Mais avant cela, il y avait encore un match important à jouer, prévu depuis longtemps entre l'équipe autrichienne et l'équipe allemande. Et il s'est déroulé ici, le 3 avril 1938, au stade de Vienne. Une rencontre amicale, rapidement baptisée Anschlussspiel, le match de l'annexion. Avant même le coup d'envoi, la rencontre revêt une dimension politique. Ce match faisait partie de la propagande allemande. Hitler avait prévu un référendum sur la question de l'annexion, une semaine après, le 10 avril 1938.
Dans les jours et les semaines qui ont précédé le vote, toutes sortes de personnalités publiques étaient incitées à s'exprimer. Le cardinal, d'anciens politiciens, mais aussi des athlètes. L'objectif était que tout le monde se déclare favorable à l'annexion. Le match était donc une rencontre de réconciliation, au cours de laquelle les joueurs et les spectateurs devaient fêter l'Anschluss. Le jour du match, la tension est à son comble. L'équipe autrichienne est l'une des meilleures au monde. On la surnomme la Wunderteam, l'équipe miracle. Osera-t-elle défier la Mannschaft allemande ? Le football jouait un rôle très important, en particulier à Vienne. L'équipe faisait partie de l'identité locale. Presque tous les joueurs venaient de la capitale. Tout le monde pensait qu'ils étaient meilleurs que les joueurs allemands. Celui qui incarnait le plus cette équipe était Matthias Sindelar, l'un des attaquants. Son surnom était le tourbillon. Il était très mince et élancé, mais techniquement excellent et trompait facilement ses adversaires. L'équipe de Sindelar joue ce soir-là son dernier match aux couleurs de l'Autriche. Une rencontre à guichet fermé. 60 000 spectateurs guettent le score. Sur les gradins, des Viennois mais aussi des soldats nazis allemands. Il faut attendre la seconde mi-temps pour voir le premier but marqué par l'attaquant fétiche autrichien. Victoire 2-0 pour l'Autriche. Une victoire qui, à la fin de la guerre, va sortir du stade pour prendre une dimension symbolique, quitte à s'arranger avec la vérité. Le match, prétendument arrangé, aurait dû se clore par un score nul pour ne pas humilier l'Allemagne nazie. Mais Sindelar n'aurait pas supporté de jouer cette partie faussée et il finit par marquer un but en acte de résistance. En Autriche, je pense que les gens étaient contents après 1945 qu'il y ait eu ces histoires de résistance, parce qu'ils pouvaient s'identifier et se dire « Regardez, nous n'avons pas participé au crime nazi, nous avons toujours résisté ». Une des raisons qui a donné naissance à cette légende, c'est que Matthias Sindelar, l'un des buteurs, est décédé en 1939. Il était très jeune. Les circonstances de sa mort n'étaient pas claires et ne le sont toujours pas aujourd'hui. Lui et sa petite amie sont morts intoxiqués par de la fumée dans leur appartement, sans doute parce que leur chauffage était défectueux. Mais à cette époque, il y a eu toutes sortes de spéculations à savoir s'il s'agissait d'un meurtre ou d'un suicide. Des spéculations qui ont contribué à la création d'un mythe autour de ce match et qui ont surtout servi l'Autriche au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour se démarquer du nazisme et de ses crimes. Mais cette réécriture ne correspond pas franchement à la réalité. À y regarder de plus près, c'est très compliqué. Certaines parties de l'histoire ne cadrent pas. Par exemple, peu de temps après le match, les deux buteurs, Sindelar et Zesta, avec l'aide du régime nazi, ont chacun arianisé des propriétés juives, comme on disait à l'époque. Sindelar a obtenu un café et Zesta a récupéré une boulangerie juive. La raison, c'est que le football professionnel avait été supprimé. La nouvelle bureaucratie du sport nazi a dit « D'accord, vous n'êtes plus autorisé à toucher de l'argent en tant que sportif, mais vous pouvez obtenir d'autres emplois et d'autres sources de revenus, confisquées aux citoyens juifs. » Donc finalement, les deux joueurs se sont rendus coupables, du moins sur le plan moral, et cela a terni bien sûr leur image de héros. Au lendemain de la guerre, l'équipe nationale autrichienne s'est reformée. Mais aucune génération n'a encore pris le relais de la Wunderteam et de son Mozart du foot, Sindelar. C'est le moment de connaître la réponse à la devinette. Comment les immigrés chinois se sont-ils rendus indispensables aux colons britanniques à Singapour au XIXe siècle? C'était la question du jour. Eh bien, ils ont appris plusieurs langues. Les commerçants d'origine chinoise intègrent peu à peu le malais et l'anglais. Leur communauté sert alors d'intermédiaire entre les différentes compagnies maritimes et s'enrichit en créant des ponts entre les mondes des affaires locales et coloniales. Mais est-ce qu'ils savaient dire à bientôt en allemand? Bis bald!